Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la cinquième fois cette semaine que l'on ouvre ce micro pour cette émission et c'est toujours un vrai plaisir avec vous, Philippe David. Un vrai bonheur partagé avec vous, Cécile. Absolument. Même si la météo est quand même pas terrible. On voulait faire forcément un petit coucou à nos amis des Hauts-de-France et leur dire notre solidarité. C'est vrai que c'est pas facile. Donc voilà, on voulait faire ce petit mot. On leur envoie tout notre soutien. Absolument. Si on peut vous aider, 0826 300 300. Sud Radio, la voiture, n'importe quoi, la radio des territoires, avec vous, bien entendu, jusqu'à 19h. Vous pouvez nous appeler, nous laisser des messages sur notre différentes plateformes. Vous pouvez aller sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter et vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à partir de 17h30, à 2 jours de la grande marche civique contre l'antisémitisme organisée par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, qui se voulait consensuel, ne va peut-être pas l'être. Le message d'unité face à la recrudescence des actes antisémites en France est terni par les polémiques sur la participation du Rassemblement national et le boycott de la France insoumise, Philippe. Et est-ce que pour vous, ça ne devrait pas être une grande cause nationale, voire même une grande cause d'union nationale? Est-ce que les pudeurs de gazelle de certains ne sont pas totalement contre-productives? Et vous, est-ce que vous allez aller manifester dimanche? Que ce soit à Paris, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs, venez témoigner. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question sur Twitter, marche contre l'antisémitisme, comprenez-vous les polémiques autour de cette manifestation? Vous êtes 77% à répondre non. Et notre expert du jour, pour en parler, Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël, sera avec nous en direct de Tel Aviv. Et puis, le coup de projecteur des vraies voix. Mercredi, la Commission européenne a émis un jugement favorable pour entamer les négociations d'adhésion de la Moldavie, de l'Ukraine à l'Union européenne. La Géorgie, de son côté, a obtenu le statut de candidat. Pour passer à l'étape suivante, les 27 devront entériner l'avis de la Commission. Ils se réuniront en décembre. C'est la prochaine étape, Philippe. Et est-ce que pour vous, c'est le bon timing pour parler d'adhésion de l'Ukraine ou de la Moldavie, vu la situation notamment en Ukraine? Faut-il demander l'avis des Européens, par exemple par référendum? La Géorgie, qui est quand même plutôt dans le Caucase, est-elle encore en Europe? Et quid des pays des Balkans, à qui on promet qu'ils vont rentrer, alors qu'eux, ils sont vraiment en Europe, mais qui n'y sont pas encore rentrés? Vous voulez témoigner? On attend vos appels au 0826 300 300. Ukraine, Moldavie, Géorgie. Faut-il faire rentrer dans l'Europe des pays dans une situation instable? Et vous dites non, avec le score de 97%. Et Jérôme Quéré sera notre expert du jour, directeur du think tank Confrontation européenne. Merci en tout cas d'être avec nous et bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et on accueille comme chaque jour Philippe Bilger, qui est président de l'Institut de la Parole. Bon vendredi, Philippe Bilger. Ah mais le vendredi, j'adore, ma chère Cécile. Bah oui. Comme le lundi, comme le mardi, comme le et mercredi. Parfois le mercredi et même jeudi le jeudi. aussi. Ah bon, ça rappelle une chanson. Je t'aime. Et là, le lundi. j'ai face à moi un trio, Un duo. pardon, mais Le je top. vous mettais dedans. Oh, vous êtes mignon, vous êtes chou. Deux Deux blondes, une brune. Voilà. Ah ouais, C'est ouais. sympa, je me sens un peu exclu. Oui, mais je vous convainc par l'esprit. En tout cas, elles Vous sont... pensez Et pas nous, Philippe, attention. Elles sont belles à l'intérieur, aussi belles qu'à l'extérieur. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. Merci Bonjour. d'être avec nous. Virginie Calmels, bonsoir Virginie. Bonsoir. Présidente fondatrice de Futurae, une école des métiers de demain pour les industries créatives. Ça va, tout va bien, vous êtes en forme? Tout va bien, je suis en pleine forme en dépit de tout ce qui va mal autour de nous. Oui, écoute, tant mieux. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone que vous faites pour nous parler. Et Paul du Lot-et-Garonne est avec nous. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Oui, bonsoir à tous. Paul, votre coup de gueule dans un instant? Eh bien, arrêtons de gaspiller l'eau de pluie. On en parle dans un instant au 0826 300 300. En attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur. Écoutez. Oui, bonjour, Jean-Paul à Draguignan. Bien d'abord, je voudrais saluer M. Lisnard, que je respecte parce qu'il a une voix à la fois forte et raisonnable. Mais c'est un avis différent lorsqu'il dit qu'on a essayé de traiter le racisme depuis 80 ans, de combattre les valeurs de l'antisémitisme et du racisme. Je pense que c'est faux. On a traité uniquement la cause maghrébine et islamiste. Le seul qui a posé problème, c'était Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus dans la politique depuis longtemps. C'est au nom de l'islamisme que l'on a accepté
tout ce qui se passe aujourd'hui, que l'on s'est couché devant ces gens sous peur, sous crainte, sur petits arrangements électoraux, même venant de la droite. Et aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Merci. Est-ce que c'est pas la dénonciation de ce qu'on appelle au Québec les accommodements raisonnables, Philippe Bilger? C'est ce que j'ai cru comprendre dans la pensée et la voix de notre auditeur. Et au risque, je ne voudrais pas être trop long là dans ce domaine, puisqu'on parlera un peu de tout ça durant l'émission. Elisabeth Lévy. Je vais plus soyer et résumer d'une phrase. C'est vrai que voilà ce qu'on subit depuis des années, c'est quand le sage montre l'islamisme, l'imbécile regarde l'extrême droite, si vous voulez, et nous enquiquine avec un antisémitisme qui est vraiment en décrue et ne veut pas voir celui qui, en plus, l'antisémitisme d'extrême droite, s'il existe, il casse pas la gueule aux juifs. Celui des quartiers, si vous voulez, il les empêche d'y habiter, il les empêche d'y aller à l'école. Donc c'est un peu différent, voilà. Virginie Calmels. Oui, je partage son constat, malheureusement. Je dirais qu'au-delà de l'antisémitisme, moi, il me semble qu'il y a quand même un vrai relent de la haine de la réussite et qu'on a souvent assimilé juifs et réussite, intelligence, pouvoir réussite et argent. Il y a la haine de la France. Je pense que c'est cette addition de choses qu'on est en train de payer et évidemment une grande lâcheté à certains moments et des accommodements raisonnables qui étaient aussi des accords électoralistes. De vos amis politiques, un petit peu, chère Virginie. Vous savez, l'identité heureuse, c'était bien chez vos amis politiques. Ils nous insultaient, pardon. On se faisait quand même traiter de tout. Chère Elisabeth Lévy, je vous invite à lire un excellent livre que j'ai commis qui s'appelle J'assume, dans lequel j'expliquais que j'ai défendu et supporté Alain Juppé pendant la primaire de la droite, en n'étant jamais sur la ligne de l'identité heureuse, qui d'ailleurs n'a jamais été dans aucun des 3 livres qu'Alain Juppé avait édités, qui était son projet pour la France. L'identité heureuse n'était malheureusement qu'un élément de langage porté notamment par Édouard Philippe et d'autres. Ça a été surtout sa politique immigrationniste. Non mais pardon, je ne vous en veux pas personnellement. Alain Juppé, si, je suis désolée, mais on passera pas par pertes et profits que tous ceux qui nous ont mis là-dedans, maintenant, ils doivent aussi assumer. Moi, j'étais chef d'entreprise, donc je vais pas être comptable de tous les milliards. S'il vous plaît, on va parler d'eau maintenant. Allez, restez avec nous, les filles. Merci beaucoup. 0826 300 300. On retourne au standard avec Paul. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Paul. Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais pousser un petit coup de gueule, c'est-à-dire que depuis 10 mois, on nous bassine en disant il ne va plus pleuvoir, nous allons manquer d'eau, on va augmenter le prix de l'eau. Et là, on voit qu'il y a des crues partout, dans toute la France, du sud-ouest au nord, partout. Et il se passe une chose qui est absolument scandaleuse, c'est qu'on laisse partir cette eau et on la voit dans la mer se saler et elle se perd. Alors nous, en Lot-et-Garonne, on a détourné l'eau, on le stocke dans des grands lacs et ça nous permet de l'utiliser l'été quand il y a des sécheresses. Donc on est plus intelligent certainement, ou on est un peu plus courageux. Mais aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est qu'on voit, alors on nous annonce la montée des eaux qui vont submerger certains territoires et tout, et on nous annonce des canicules, et on ne fait rien pour capter cette eau-là qui tombe, qui inonde tout le nord, là on voit des gens avec les pieds dans l'eau, et on n'est pas capable de stocker de l'eau. Et ça, c'est dramatique. Oui, petite réaction. C'est vrai que Philippe, si on faisait les bassines... avoir un humour foireux, dès qu'il y a une histoire d'eau, je jouis. Oui. Philippe Bilger revient dans les films érotiques des années 70. Philippe Bilger se davidise. Ah non, moi je ne tiens jamais des propos pareils. Là, l'émission ne brillera pas par le sourire, même nul. Oh là là. Non, mais, que d'eau. C'est vrai que le fait, ce que dit Paul, qui est agriculteur, si on faisait des bassines, si on récupérait l'eau de pluie... Je croyais qu'on avait des bassines, il me semble même que ils ont arrêté nombre de projets là. Hein. Bah oui, mais tout est arrêté, il n'y en a aucune qui est en fonctionnement. Décision de justice notamment pour arrêter les bassines. Mais toutes. Bah oui, beaucoup toutes celles déjà de Nouvelle-Aquitaine. Jurisprudence Sainte-Soline. Absolument. Bah oui. Et après, on a les pieds dans l'eau, mais on n'arrive pas à stocker l'eau. Mais on va habiter dans une grande ZAD, on n'aura pas besoin d'eau. Vous ne me donnez pas l'adresse, je ne viendrai pas. Merci beaucoup. En tout cas, Paul, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour et c'est vous qui allez jouer contre nos vraies voix aujourd'hui. Donc, qui c'est qui l'a dit? Absolument. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les 3 mots dans l'actu avec Lucien Gasparac et le réquisitoire du procureur. On parle de quoi? Alors, surtout pas de réquisitoire, ma chère Cécile, contre Serge Schlarfel. Ah bah très bien, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez commenter l'actu avec nous, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David, très bien accompagné ce soir de Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain dans les industries créatives. Et vous, bien entendu, on vous attend, c'est Aude qui vous attend avec ce large sourire comme quotidien. Comme toujours. Comme on la connaît bien. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Lucien Gasparac. Bonsoir Lucien. Bonsoir. On parle de quoi ? Des pauses de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, du prix des Médicis qui a été décerné et du parcours de la flamme olympique, soit 3 mots, pause, Médicis et Paralympique. On en parle dans un instant, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et exceptionnellement, monsieur le procureur va requérir l'acquittement pour Serge Klarsfeld. Largement, et pas l'acquittement au bénéfice du doute, l'acquittement parce que non seulement il est innocent, mais parce qu'il est intelligent et que, au fond, j'aime énormément faire fond sur la pensée et la morale de Serge Klarsfeld plus que sur les gens qui déplorent la politisation qui va avoir lieu, paraît-il, le 12 novembre, en l'aggravant par leurs propos et leur chipotage républicain. J'ai trouvé l'entretien de Serge Klarsfeld dans le Figaro tout à fait remarquable. Il explique quelle a été sa position, son histoire. Il montre à quel point le Rassemblement national, sous l'égide de Marine Le Pen, a évolué et que c'est un bienfait pour la démocratie et pour la France que le Rassemblement national ne soit plus antisémite, et il déplore qu'aujourd'hui l'antisémitisme soit du côté de l'extrême gauche. Elisabeth Lévy. C'est parfait, effectivement. On dirait, si vous voulez, il y a certains qui semblent nostalgiques des antisémites qu'ils aimaient détester. Voilà, absolument. Les fachos, les beaufs franchouillards, le petit blanc, c'était ça leur fantasme. Et ils ont mis 10 ans, 20 ans à découvrir, à admettre qu'en réalité, l'antisémitisme, celui qui a poussé les juifs dehors, celui qui a poussé des juifs à partir en Israël, n'était pas celui-là. Et maintenant, ils s'accrochent. Ce qu'ils font là, c'est-à-dire se servir de ce qui se passe en ce moment et des juifs en quelque sorte pour exhiber leur belle âme et leur vertu républicaine, je vous assure, ça me met en rage. Virginie Calmels. Bravo, bien dans le micro. Bravo Serge Klarsfeld. Je crois qu'effectivement tout est dit. Philippe l'a parfaitement résumé. Je pense que le fait que ce soit lui qui en parle cloue le bec, à mon sens, à beaucoup de monde et à beaucoup de polémiques. Et je pense que c'était bienvenu, que c'est intelligent et que ça remet l'église au centre du village, si je puis, si je puis dire. C'est pas la première fois d'ailleurs. C'est une métaphore adaptée. Mais c'est mon humour. C'est pas la première fois d'ailleurs que Serge Klarsfeld dit cela à propos de Marine Le Pen. Oui, qui a quand même viré son père. Il avait déjà eu cette polémique avec Louis Alliot. Quand il était allé avec sa femme Béate à Perpignan, exactement. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Lucien Gasparac. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Lucien. Bonsoir Lucien. Bonsoir. 3 mots dans l'actu qui sont pause, Médicis, Paralympique. Oui, l'armée israélienne a accepté d'observer des pauses de 4 à 6 heures dans le nord de la bande de Gaza, sans perspective de cessez-le-feu. Le prix Médicis décerné à l'écrivain québécois Kevin Lambert pour son ouvrage « Que notre joie demeure », une récompense qui fait polémique. Et ça y est, on connaît le parcours de la flamme paralympique et quasiment un Tour de France pour le flambeau. Les Vraies Voix Sud Radio. Des pauses de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza, des pauses annoncées 3 heures avant pour permettre aux civils gazaouis de rejoindre le sud. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur Fox News. Il a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu et que l'objectif reste de détruire le Hamas. Nous allons continuer jusqu'à avoir éradiqué le Hamas. Rien ne nous arrêtera. Nous sommes absolument dévoués pour gagner. Ce qui ne sera pas seulement notre victoire, mais ce sera la victoire du monde civilisé contre la barbarie. Et selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le nombre de déplacés à Gaza s'élève désormais à 1,6 million de personnes sur les 2,4 millions d'habitants dans la bande de Gaza. Philippe Bilger. Mais ça n'est pas rien que cette pause, même de quelques heures. J'espère que, en réalité, ça annonce peut-être, qui sait, une issue politique. Oui. Là, je pense, non. Je suis naïf. Je pense surtout, moi, j'étais en Israël la semaine dernière, pas cette semaine, celle d'avant. J'ai vu beaucoup de
aussi de stratèges, de militaires qui disent tous, et il y a consensus là-dessus en Israël, si vous voulez. Sur le reste, non. Sur la suite, non. Mais il y a consensus sur la démilitarisation de Gaza. Et malheureusement, ce à quoi nous allons assister, à mon avis, assez rapidement, parce qu'ils ont commencé, c'est qu'ils vont détruire l'hôpital Shifa, que j'espère le Hamas aura laissé vider, car quand même, si vous voulez, l'armée israélienne envoie ses soldats pour protéger ses civils. Le Hamas envoie ses civils pour protéger ses forces militaires. Et évidemment, ils sont planqués sous Shifa. Ça fait des années que tout le monde le sait, mais les Israéliens ne partiront pas, je pense, tant qu'il y aura ils ne s'arrêteront pas, ils feront des pauses, mais ils ne s'arrêteront pas tant qu'il y aura encore une force militaire du Hamas dans Gaza, pour autant qu'ils y parviennent, à 60 km sous terre, à 60 mètres, sous terre, c'est pas facile. Virginie Calmels. Je pense qu'on est dans le symbole et qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de ces symboles forts. La pause apporte un peu d'apaisement dans un climat tellement éruptif. Donc, mais ça reste du symbole. Voilà, je suis pas sûre que ça aille beaucoup au-delà. Le deuxième mot, le prix Médicis décerné, mais qui a fait polémique cette année. Oui, le prix Médicis a été remis à l'écrivain québécois Kevin Lambert pour son livre Que notre joie demeure. Son livre évoque la chute d'une architecte soudainement accusée de chasser les pauvres de Montréal, et il est entaché d'une polémique. En septembre, l'éditeur de Kevin Lambert révélait que son auteur avait eu recours au service d'une sensitivity reader. Alors qu'est-ce qu'une sensitivity reader ? C'est, voilà, là, en l'occurrence, c'était une canado-haïtienne qui a vérifié à quel point un personnage d'origine haïtienne était crédible. Les sensitivity readers sont des sortes de conseillers de l'édition chargés de repérer et de corriger dans un manuscrit des propos sexistes, racistes ou homophobes qui auraient échappé à l'auteur. C'est une pratique courante en Amérique du Nord, mais peu utilisée en France, et ça n'a pas manqué de faire réagir. Ouais. Est-ce que c'est pas fou, Philippe Bilger ? Je sais, il allait dire la même chose, je pense. Maintenant, vous avez 3 comités de relecture, 5 commissions de censure, c'est dingue. Il y a un grand écrivain français qui a eu un prix Goncourt, Nicolas Mathieu, qui s'est beaucoup intéressé à ça. Il a un point de vue, il n'est pas loin de pas trouver ridicule l'apport de ces... Je ne veux pas le traduire en français, ma chère. Oui, c'est la sensibilité des lecteurs. Moi, j'ai une traduction en français, ça s'appelle des censeurs, tout simplement, si vous voulez. Et la littérature n'est pas faite pour câliner les gens, elle n'est pas faite pour les ménager leur sensibilité. Normalement, la littérature, elle dit quelque chose d'une vérité et pas, si vous voulez, le câlinage identitaire. Là, Virginie Calmels. Ou de fiction, c'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi dans une fiction aussi, peut-être. Oui, mais on n'est pas là. Elle n'est pas. Je veux dire, on dit une vérité à travers la fiction. C'est ce que Aragon appelait le mentir vrai à propos du roman. Donc vous avez, oui, c'est tout à fait. Je parlais de fiction. Bien sûr. Moi, je suis assez gênée à titre personnel par ceux qui s'arrogent des droits, et notamment là, on est dans un domaine artistique, pour pouvoir juger de ce qui serait choquant ou qui ne serait pas. Je pense qu'on a une liberté, c'est de lire certains livres et de ne pas en lire d'autres, comme je crois aussi dans les émissions de télé ou de radio, de choisir ce qu'on écoute ou ce qu'on n'écoute pas. Donc moi, je suis assez opposée à tous ces mécanismes où je rejoins Elisabeth qui s'apparentent à de la censure, en fait. Bon, Kevin a eu un prix, Mathéo n'en a pas eu, Gérald Darmanin va être déçu. 3e mot, le parcours de la flamme paralympique dévoilé, c'est quasiment un Tour de France. Oui, contrairement à la flamme olympique, plusieurs flammes paralympiques brilleront simultanément. Dès son arrivée sur les côtes françaises à Calais, la flamme se scindra en 12, ce qui permettra de traverser 50 villes réparties dans l'ensemble des régions. Elles emprunteront chacune leur propre voie avant de se rassembler à Paris le 28 août. Tout un programme. Ce parcours, c'est pour mettre en avant la France des territoires. Et c'est ce que rappelle Patrick Weyten, référent sport au JO de Paris 2024. Et c'est la France des territoires, avec chacun leur identité, avec leurs particularités, avec leur richesse. Et pour nous, c'était important de montrer également au monde que ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est la vitrine de la France. Et ces départements, c'est la démonstration que nous sommes là dans un parcours qui nous permet de lever le voile sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons été, et surtout sur notre ambition collective. Merci beaucoup Lucien Gasparac. En tout cas, ça fait du bien de voir en fait que ces flammes pour ces JO paralympiques. Merci beaucoup. Dans un instant, la grande marche civique contre l'antisémitisme au cœur des débats entre la présence du Rassemblement national et le boycott forcément de la France insoumise. Avec cette question, comprenez-vous les polémiques autour de ces manifestations? Pour l'instant, vous dites non à 78%. Et Muriel Haïm est avec nous, présidente de la Fondation France-Israël. Bonsoir, merci d'être avec nous, chère madame. Vous êtes en direct de Tel Aviv. Est-ce que finalement pointer systématiquement les ambiguïtés de certains finit par nuire à cette marche de dimanche ?
Oui, tout à fait. Je crois que c'est un moment d'union nationale, de rassemblement contre quelque chose qui est épouvantable et qui déchire la France, mais pas seulement, mais le monde aussi, puisqu'on voit toutes les manifestations. Il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites. C'est pas le moment. On fera les comptes après. Pour le moment, il faut s'unir. Il faut lutter contre quelque chose qui est épouvantable. Et après, il ne devrait pas y avoir de calcul électoraliste ou de choses comme ça. C'est pas le moment. Ok, on en parle dans quelques instants. Merci en tout cas d'être avec nous en direct de Tel Aviv. 0826 300 300. Vous les commentez. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe Bilger, aujourd'hui président de l'Institut de la Parole, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École des métiers de demain dans les industries créatives et de la création. Il y en a dans cette émission, on peut vous l'assurer. Ah oui. 0826 300 300, c'est ce numéro que vous voulez composer, que vous devez consommer. Je vais vous faire une remarque. Oui. Vous êtes créatif et moi je suis créacentif. Voilà, super. Vous avez bien fait de parler. Allez, tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une marche à Paris dimanche contre l'antisémitisme. Alors je pense que c'est une bonne initiative. C'est un appel au rassemblement de tous les Français. Il est stupéfiant d'entendre le silence, si vous me permettez cette expression, étourdissant face à plus de 1000 actes antisémites depuis le 7 octobre. La Première ministre participera à la manifestation. J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront. Marcher aux côtés de l'extrême droite, pour moi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je vais quand même pas me plaindre de ça. En revanche, non, le tweet de Jean-Luc Mélenchon, pour moi, est très problématique. On doit pouvoir parler de l'antisémitisme dans le pays sans faire aucun lien avec ce qui se passe au Proche-Orient. À 2 jours de la grande marche civique contre l'antisémitisme organisée par Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le message d'unité face à la recrudescence des actes antisémites en France est terni par les polémiques sur la participation du RN et le boycott de LFI, Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça ne devrait pas être une grande cause nationale, voire même une grande cause d'union nationale? Est-ce que les pudeurs de gazelle de certains ne sont pas totalement contre-productives? Vous irez manifester dimanche à Paris, à Toulouse, à Nice, à Brest ou ailleurs? Vous n'irez pas manifester? Dites-le nous au 0826 300 300. Et pour le moment sur Twitter, marche contre l'antisémitisme, comprenez-vous les polémiques autour de cette manifestation? Vous dites non à 80%. Et notre invité Muriel Haïm est avec nous, présidente de la Fondation France-Israël, en direct de Tel Aviv. Merci d'être avec nous, chère madame. Philippe Bilger, forcément la question que l'on pose, de se dire effectivement, est-ce qu'on comprend les polémiques autour de cette manifestation? On nous dit un grand non. Mais on ne les comprend pas, et je vais être bref, Cécile Philippe, parce que je suis très impatient d'entendre notre invité. Il est extraordinaire et logique que LFI ne participe pas à cette manifestation. D'ailleurs, serait-elle venue? Je me demande comment elle aurait été accueillie. Et quant à la gauche, elle est ridicule une nouvelle fois, puisque s'étant autoproclamée humaniste, elle se considère exclusivement dépositaire de l'obligation de combattre le mal. Elle ne tolère pas que d'autres le combattent avec elle, et surtout pas le Rassemblement national, à croire qu'il le préférait d'une certaine manière plus sulfureux, voire plus transgressif, sous Jean-Marie Le Pen. Et donc je trouve tout cela ridicule, alors que nous aurions pu faire cause commune contre un poison universel. Elisabeth Lévy ou Virginie Calmels. Virginie. Alors, moi, je suis ravie que cette marche existe dimanche. Je souligne la démarche de David Lisnard, président de l'Association des maires de France, qui a appelé à ce que ça s'élargisse en province également, et qui est aussi ces démarches partout sur le territoire. Je trouve absolument affligeant le débat sur Rassemblement national ou pas dans les cortèges. D'abord parce que l'objectif, il est très clairement énoncé. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de troisième, il n'y a même pas de politique derrière tout ça. C'est combattre l'antisémitisme. Civique, c'est marqué. Absolument. Ensuite,
pardon, mais dans les cortèges, il va y avoir Pierre, Paul, Jacques, pas des politiciens, des gens qui veulent effectivement montrer qu'ils sont en adéquation avec cette lutte contre l'antisémitisme. Parmi eux, il y a des gens qui votent à bulletin secret ceux qu'ils veulent. Et on s'en fiche. On n'est pas là pour savoir si, je veux dire, dans les tribunes d'un match de foot, je pense qu'il y a des gens qui votent Le Pen et qui côtoient des gens qui votent LFI ou Renaissance. Qui ça gêne? Et là, on nous fait tout un... Enfin, je ne comprends pas. Moi vraiment, alors pardon, je suis blonde, je suis idiote. Je ne comprends pas la polémique. C'est-à-dire que je ne vois pas, quand on fait cause commune, en quoi, si Marine Le Pen dit qu'il fait beau, on ne devrait pas dire qu'il fait beau. Si Marine Le Pen pense qu'il faut lutter contre l'antisémitisme et d'autres le pensent, pourquoi à ce moment-là on serait pas dans la même... Donc moi, moi je ne vois pas en fait le problème, je ne le comprends pas et je trouve que c'est presque une démarche spirituelle. C'est comme quand vous rentrez dans une église, parce que moi je suis catholique, ou dans un... vous allez communier avec des personnes qui pensent pas du tout comme vous sur 90% des choses peut-être, mais s'il y a quelque chose à un instant T qui vous unit, où est le problème? Donc voilà, je trouve que c'est une polémique minable et je pense une fois encore contre-productive qui fait monter le Rassemblement national. Parce que les Français, à mon avis, ils vont pas se définir par rapport à ça. Évidemment, je suis absolument d'accord. Moi, ce qui me frappe encore une fois, c'est qu'il y a des gens qui se foutent de l'antisémitisme et qui sont là pour faire un concours de vertu et montrer, comme d'habitude, à quel point eux, si vous voulez, ils sont anti-nazis, en gros. C'est-à-dire, ça fait des années qu'ils se battent contre un nazisme fantôme, si vous voulez, parce que ça permet, c'est ce que Philippe a dit, c'est le camp du bien, c'est le camp de la morale. D'ailleurs, à un moment, ils osaient s'appeler gauche morale, ce qui était quand même assez croquignolé. Et en plus, là, ça se passe dans la Macronie. Mais au-delà de ça, moi, j'irai à cette manifestation parce que maintenant qu'elle a lieu, il faut qu'il y ait du monde. Et je suis un peu partagée parce que je ne voudrais pas qu'on en reste à des propos généraux sur l'intolérance, les nounours, les bougies, vous n'aurez pas ma haine. Si vous voulez, j'aimerais entendre des discours un peu plus combatifs. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'attaquer aux causes. Alors évidemment, c'est pas le lieu de cette manifestation, mais ça ne sert à rien de pleurer contre l'antisémitisme et de faire venir tous les ans, tout le temps. Si vous voulez, évidemment, il y a 300 000 personnes qui sont entrées en gros l'an dernier. Il n'y a pas 300 000 antisémites. Mais évidemment, ça nourrit l'antisémitisme parce qu'il y en a qui arrivent de pays où c'est naturel, où on le respire avec l'air ambiant. Donc, à un moment, si vous voulez, ça ne suffit pas. Moi, maintenant qu'elle existe, il faut y aller. Le 11 janvier, peut-être, on en parlera. Finalement, c'est quand même un bon souvenir, mais ça n'a eu aucun lendemain. Muriel Haïm, je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation France-Israël. Qu'est-ce que vous voulez répondre à nos vraies voix qui sont finalement assez consensuelles, comme les auditeurs de Sud Radio qui disent toujours, et comme les Français, qui disent toujours à 80% qu'ils ne comprennent pas les polémiques autour de ces manifestations? D'abord, je veux dire que 80% qui ne comprennent pas, c'est déjà un chiffre très rassurant. Donc ça veut dire que les gens, ils ont compris qu'il faut se rassembler. Et vous savez, l'antisémitisme, vous vous souvenez, c'est avant, quand il y avait des mines, il y avait un petit oiseau qu'on regardait, c'est quand le grisou, et quand on voyait que l'oiseau commençait à aller pas très bien, les mineurs savaient qu'il devait sortir. Ben justement, quand il y a de l'antisémitisme, on sait que la société va pas très bien, et donc il faut absolument faire quelque chose. Absolument. Philippe Bilger veut réagir et après on part au 0826 300 300. Je voulais vous demander, est-ce que vous comprenez que, au-delà de la dénonciation de la barbarie du 7 octobre, et puis évidemment la lutte contre l'antisémitisme et la défense d'Israël, on puisse avoir la volonté politique parfois de critiquer la politique du gouvernement israélien? Est-ce que vous acceptez que ça puisse être compatible? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans une lutte de défense des valeurs. Et le gouvernement israélien a sa politique. Un pays qui a été créé en 48, qui était reconnu par l'ensemble des nations, existe. On n'a pas à remettre en question ce pays. Qu'on remette en question la politique d'un gouvernement, c'est pas la même chose que de remettre en question l'existence d'un pays. Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Elisabeth Lévy veut réagir.
Oui, alors moi, si vous voulez, je suis toujours un tout petit peu réservé. Je ne vais pas défiler pour défendre des valeurs. Je vais défiler pour tout à fait autre chose, pour que l'antisémitisme, c'est pas une question de valeur, c'est aussi une question très concrète. J'ai parlé hier à des étudiants juifs de Nanterre qui m'ont raconté ce qui se passait dans les universités, où vous avez l'UNEF qui tient des discours pro-Hamas dans des cours, des fois, avec l'assentiment de professeurs, où les étudiants juifs se font enquiquiner, où l'UEJF n'a pas été reconnu, n'a pas de reconnaissance officielle par la fac, si vous voulez, et avec tout ça, la présidence de l'université envoie un mail gentillet en disant ah oui, il faut respecter nos valeurs, il faut que tout le monde soit gentil. Ça va. Moi, si vous voulez, j'attends quand même de la part du gouvernement, au-delà de cette manifestation, des mesures concrètes sur ce genre de choses. On peut, si vous voulez, aussi pénaliser les discours antisémites, virer les étrangers qui en tiennent. Si vous voulez, on a tout à fait le droit de le faire. Comme l'Allemagne. On n'est pas obligé d'attendre que ces gens aient tué, volé, je sais pas quoi, fait des choses qui encourent beaucoup plus d'années de prison. Moi, il y a un moment, je dis, des gens qui tiennent ce genre de discours homophobes, antisémites, n'ont rien à faire chez nous. Allez, 0826 300 300 avec Paul du Lot-et-Garonne. Cher Paul, rebonsoir. Oui, rebonsoir. Mais moi, je pense que à cette marche, tous ceux qui veulent venir, faut qu'ils puissent venir. Oui. Et je pense que les politiciens ne montrent pas du tout l'exemple. Ce qui aurait été souhaitable, c'est que tous les chefs de groupes parlementaires aient été invités pour aller au premier rang. Comme ça, moi, on aurait vu que les Insoumis n'auraient pas voulu venir, on aurait vu que le RN ne serait venu, et on aurait clos les politiques, parce que ces gens-là représentent le peuple, point. À un moment donné, c'est un moment de concorde. Moi, j'ai envie de dire, venez comme vous êtes, et ceux qui ne veulent pas venir parce qu'ils ne sont pas d'accord, quand on voit les images horribles des meurtres d'enfants et autres, ceux qui ne sont pas émus par ça, ils n'ont pas de cœur, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Donc on doit soutenir, Virginie Calmel veut réagir. Oui, une fois n'est pas coutume, moi je voudrais quand même rendre hommage à François Ruffin. Vous savez que c'est pas du tout mon bord politique, mais je trouve qu'il a été courageux. Il a fait un tweet intéressant en expliquant qu'il marcherait dimanche. Et je vous invite à lire à Strasbourg, absolument, la ville de naissance de son héros, Maurice Kriegel-Valrimont. Il l'explique. Franchement, je vous invite à lire les commentaires des gens de gauche, de LFI en fait. La haine qui est déclenché par le fait qu'il explique très clairement, d'ailleurs, que lui, il est dans la polémique du Rassemblement national, n'a pas sa place, mais il explique qu'il va marcher contre l'antisémitisme. Je vous invite à regarder les commentaires et vous comprenez en fait pourquoi LFI s'obstine dans cette stratégie horrible, mais qui en fait recueille un assentiment électoraliste qui est inquiétant, qui fait froid dans le dos, parce qu'évidemment être entretenu immédiatement la confusion avec le soutien à la politique de Netanyahou, bref, et c'est cette confusion diabolique qui se met en place et que des gens instrumentalisent à dessein, et du coup je trouve que François Ruffin par rapport à cette classe politique je trouve qu'il sort il sort grandi. Très vite juste pour renforcer ce que vient de dire Virginie, il y a un leur truc électoraliste, j'ai du mal à le comprendre, parce que, si vous voulez, vous regardez les chiffres, ça suffit pas. Il y a effectivement un électorat musulman, qui n'est évidemment pas tous les musulmans, je précise, à qui on dit tout simplement voter Mélenchon, c'est voter pour l'islam. Je veux dire, c'est un peu comme ça qu'ils ont fait campagne. Mais il y a aussi un électorat bobo, progressiste, wokisé, souvent d'ailleurs d'intellectuels un peu prolétarisés. C'est ça aussi l'électorat LFI. Et les deux sont d'un anti-israélisme rabique. Pour remettre un mot, Françoise Degois, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix, a fait un tweet sur ce sujet. On lui dit, c'est la même chasse à la femme, on va dire. On lui dit maintenant, prends ta carte à Reconquête. Je cite, il y en a plusieurs qui ont dit ça. Alors ça c'est très méchant. Retour au 0826 300 300 avec Pierre de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Mais écoutez, moi je crois que la question qui doit être au centre des débats et des manifestations n'est pas sur l'antisémitisme. Il est beaucoup plus sur le communautarisme galopant qui finit par entretenir cet antisémitisme. Il n'y aura donc pas de solution si nous continuons à nous caler sur le système américain qui a créé des communautés. Voyez, et je crois que le reste, ce n'est que de la politique politicienne qui est entretenue par les politiques, par ce genre de discours, on y va pas, etc. Mais c'est tout. Mais je crois que le vrai problème, c'est un problème de communautarisme qui est depuis une quarantaine d'années que l'on maintient alors qu'un gouvernement devrait au contraire essayer
de rassembler tous les peuples et toutes les communautés. Excusez-moi, j'aimerais être sûr d'avoir compris. Mais vous voulez dire que l'antisémitisme est un peu de la faute des Juifs? Non, il a dit que c'était le communautarisme. Le communautarisme, c'est qui les communautaristes? Oui. Non mais pardon, il parle de l'indigénisme, etc. J'ai de l'oreille, j'aimerais être sûr que j'ai mal compris. Attendez. Je vais rentrer dans le détail, parce qu'en effet, vous avez raison. Non, il ne s'agit pas, bien sûr, de stigmatiser les Juifs, ou peu importe, mais c'est d'expliquer qu'un gouvernement, et je ne parle pas des Juifs, il doit être neutre dans toutes les situations. Et en effet, bon là, évidemment, on soutient les Juifs, c'est normal puisqu'il s'est passé ce qui s'est passé, mais après, derrière, il faut que tout le monde soit à égalité, ni plus ni moins. Pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, le problème, c'est que lorsque vous voyez, et je prends cet exemple tout simple, lorsque vous voyez qu'il y a des quartiers où justement on ne met qu'une certaine population parce que l'autre population ne veut pas y aller, ou parce que derrière elle est exclue, et bien là, c'est la faute des gouvernements, et c'est ce qui crée le communautarisme, et c'est ce qui crée l'antisémitisme. Alors c'est vrai que ce que disait Pierre, par exemple, il n'y a plus de Juifs dans le 93 parce qu'ils en ont été chassés. Parce que dans tous les quartiers islamisés du monde, il n'y a plus de minorité nulle part. Vous allez dans tous les pays musulmans du monde, quand l'islam est majoritaire quelque part, il n'y a plus de minorité. Alors bon. Muriel Haïm, vous entendez ce que dit notre auditeur, hein, Pierre de Toulouse. Enfin, c'est quoi finalement votre réaction? Et sur les valeurs, Cécile. C'est-à-dire sur les valeurs. Il y a une chose, moi je pense quand même, c'est ce qui se passe en ce moment, ce qu'on vient de vivre en Israël, c'est vraiment une lutte de valeurs. Je suis désolée, les valeurs, moi j'y crois beaucoup, c'est barbarie contre humanité. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas spécialement Israël. On est en première ligne. Le reste du monde, une partie de l'Occident est en deuxième ligne. Il faut pas se leurrer. Donc je veux dire, c'est vrai que le moment est de se dresser, on a vu ce qu'a fait la lâcheté au début de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas réagi, regardez la catastrophe que ça a été. Donc je veux dire, il y a des moments où on ne peut pas être lâche, on ne doit pas être lâche, et on doit se dresser pour ses valeurs. On doit se dresser et vraiment lutter. Et en effet, il y a énormément de choses, là je rejoins Madame Lévy, il y a énormément de choses à mettre en place pour lutter effectivement au-delà des mots, parce qu'il y a eu beaucoup de mots qui ont été dits, mais dans la réalité, il manque encore beaucoup d'actions pour que ça s'arrête. Muriel Haïm, vous êtes à Tel Aviv. Est-ce qu'on parle des manifestations en France, en Israël, en ce moment? Bien sûr. On parle des manifestations pro-palestiniennes dans le monde entier. On est absolument atterrés par le nombre de manifestations. On est atterré par ce qui se passe dans les universités françaises et dans les campus américains. Franchement, c'est un déferlement on se demande d'où ça vient. Mais je voulais parler de des manifestations de dimanche. Il y en aura aussi dans les grandes villes. Et comment on les voit du côté? On se dit, tiens, ça va bouger en France pour nous soutenir? Ah oui, c'est extrêmement important. Le soutien de la France, le soutien des Français. Le soutien des Français est très important pour les Israéliens. Nous, on voit ça et ça, franchement, ça nous donne du baume au cœur et on se dit, bon, les gens ont compris, les gens savent contre quoi ils doivent se lever, contre quoi ils doivent se dresser. C'est très important. C'est pour ça, j'espère qu'il y aura énormément de monde à ces manifestations dans les différentes villes. Merci beaucoup. Pour moi, ce serait une catastrophe s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Merci beaucoup, Muriel Haïm, présidente de la Fondation France-Israël. Merci à nos auditeurs. Paul du Lot-et-Garonne, vous restez avec nous puisque dans un instant vous allez pouvoir jouer contre nos vraies voix. Oui, le quiz de l'actu, c'est tout de suite. Et c'est du haut niveau. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On n'en a pas fini avec vous, les vraies voix, jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futura et école de métiers de demain des industries créatives. Et on va voir si effectivement vous avez de la mémoire, si vous avez lu les journaux, si vous avez écouté encore, parce que souvent on ferme on n'écoute plus les hommes politiques. Et ben c'est le moment de savoir si c'est exceptionnellement vous l'avez fait pour le qui c'est qui l'a dit. Et tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Paul, vous allez devoir jouer. Bon, c'est vous qui répondez en premier avant nos vraies voix. Vous jouez contre nos vraies voix. C'est chacun pour soi. Vous êtes prêt, Paul ? Je suis prêt. Question qui c'est qui l'a dit, écoutez bien. On ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion. Du Sopt ? Non. Non. Borne ? Non. C'est un homme.
Un homme. Larcher. Non. Non. Attal, Véran. Véran. Il sera non. pas là demain. Il sera, Bonne réponse, Philippe Bilger a été le plus rapide. Merci, ma chère. Ah non, c'est Cécile. moi qui ai dit que vous aviez été le plus rapide. Oui, mais c'est étonnant. En général, je suis le moins rapide pour mon ami Philippe. Je vais me venger. Qui est comme l'arbitre de France. Je suis pas sûr que Philippe David soit votre ami. Je me demande si c'est pour faire des risettes à des bonnes manières à Cécile ou pour s'empailler avec Philippe. Je crois que c'est pour vous faire des bonnes manières, ma chère. Seconde question, Oui, Paul. on vous voit, on voit votre petit jeu. Qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon souhaite demain la victoire du RN pour le chaos. Ah ben là, Paul. Valls. Oui, bonne réponse de Paul. Manuel Valls. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Je vais à la marche parce que je me sens concerné. Paul. Non. Ah non, c'est un homme. Non, un homme et qui a eu ancien de président. très hautes fonctions. Hollande. Bonne réponse de Virginie Calmels. François Hollande. Il est sur tous les plateaux, François Hollande. Oui. Il est de retour. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme. Bardella. Bonne réponse. Il est très bon. Il est bon, Paul. Il est très bon. Et puis dans ce domaine, comme il y aura beaucoup de questions sur le RN. Allez, qui c'est qui l'a dit sur l'annulation de la dissolution des soulèvements de la terre? C'est une vraie valeur d'avertissement pour ce collectif que tout n'est pas possible en démocratie. Darmanin. Non, un autre ministre. Dupont. Véran. Non. Bonne réponse de Paul. Il est déchaîné, Paul. Béchu, ministre de la Transition écologique. Ouais. Bravo, Paul, parce que... Là, Paul, on est séché, on peut même pas tricher contre vous, c'est vraiment désagréable. Face à un agriculteur, face à un agriculteur qui en plus en produit, vous n'arrivez pas à ramener vos fraises. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Il y a des débordements d'actes d'antisémitisme issus de jeunes de confession musulmane, mais pas que. Darmanin. Non, c'est une femme. C'était sur Sud Radio. Au ministère. C'était Darmanin. Ah non, pas sur femme. C'est pas Couillard. Couillard. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Voilà. J'aurais pas dû le dire d'ailleurs. Non mais je suis honnête, je lui donne le point. Bravo Philippe, vous honnête, progressez. Honnête tout de suite, mais ça doit être l'influence bienfaisante de Cécile. Ou je crois qu'il a un truc à vous demander, je sais pas. Non, c'est à vous, je crois qu'il a. Qui c'est qui l'a dit au sujet des propos du président du CRIF qui ne souhaite pas la présence du RN dans la marche contre l'antisémitisme? Tout ça, ce sont des polémiques stériles. Et si on se met à faire de l'archéologie politique sur des partis, on peut regarder le PCF. Paul. Goldnadel. Non. Moi aussi j'allais dire Goldnadel. Alors, pourtant, c'est du Goldnadel dans le texte, ça pourtant. Il a dû le dire aussi. Non, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Chenu. Bonne réponse, Philippe Bilger, qui a été encore un peu plus rapide. Désolé. C'est une question de vivacité. Qui a gagné 3-3 entre Paul et Philippe Bilger. Allez, dernière, parce qu'on... Dernière question pour ne pas que... vous avez qu'à me laisser le point aujourd'hui. Est-ce que j'aurais le droit de placer Retailleau? Non, j'en ai marre. Allez, les dernières. Qui c'est qui l'a dit? J'ai été moi-même victime des outrances de LFI pendant la réforme des retraites. Ce parti ne participe pas à la Concorde. Bonne réponse de Paul. Eh ben, c'est une victoire de Paul. Bravo. Vous savez, Paul, la victoire de l'auditeur est exceptionnelle. C'est déjà arrivé. Oui, mais j'ai pas dit que ça n'arrive. J'ai pas dit que c'était inédit. Allez, vous restez avec nous dans 10 minutes. Merci beaucoup. Le tour de table de l'actu avec vous, Philippe Bilger. Pourquoi Jordan Bardella s'est-il trompé? Avec vous, Elisabeth Lévy. Est-ce qu'il faut montrer le film? Est-ce qu'il faudrait que le film des du 7 octobre, soit diffusé largement? Virginie Calmels. Allons voir le film sur l'abbé Pierre, Une vie de combat. 0826 300 300, bienvenue, c'est les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ces vraies voix qui vont décider de ne pas partir en week-end tant qu'elles n'auront pas fait les vraies voix le vendredi. Oui. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Sinon, Elisabeth Lévy. C'est sûr. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du Causeur. Virginie Calmels, présidente de et fondatrice de Futurail, cette école de métiers de demain dans les industries créatives. Et tout de suite, c'est le Top Click de Lucien Gasparac. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et l'entreprise Samsung fait parler d'elle, Lucien.
Faire parler, c'est le cas de le dire, puisque Samsung va implanter un outil de traduction en temps réel sur son nouveau smartphone en 2024. On pourra traduire de l'audio, du texte pendant une communication grâce à l'intelligence artificielle intégrée. L'outil sera actif même si l'un des participants n'utilise pas un modèle de chez Samsung. Parler à quelqu'un dans une autre langue en utilisant l'IA sera donc aussi simple qu'activer les sous-titres d'une série. Ça, c'est Samsung qui l'assure. On peut donc se demander si apprendre une langue sera aussi bientôt une compétence obsolète. Eh oui, c'est complètement fou, ça, non? Ouais, c'est fou. Mais par exemple, expliquez-moi, Lucien, j'ai envie de dire I love you en anglais. Comment se fait si je suis français? Déjà, il faut acheter un Samsung. C'est déjà en anglais, I love you, alors. Non, mais comment je traduis? Voilà, c'est l'intelligence artificielle qui le fera, du coup, grâce à l'intelligence artificielle du téléphone. On peut mettre du sentiment. Mais à qui vous voulez le dire, en fait? C'est ça qui nous intéresse. Ah, j'ai l'embarras du choix. Non, j'aurais voulu comprendre le processus technique. Non, je pense que lorsque vous allez parler, l'autre interlocuteur entendra directement j'allais dire la translation. Alors, vous savez, il y a plein de pays où vous avez comme ça. Moi, je me rappelle en Espagne, où c'est très difficile de trouver des gens qui parlent anglais ou français dans certains petits villages. Alors, les mecs, et il y a beaucoup de Chinois aussi qui ont des magasins, ils ont leurs trucs à la main. C'est quand même des traductions assez foireuses jusque-là. Mais je vois que même la dictée sur les iPhones et tout ça s'améliore quand même. Et il faut toujours corriger derrière, mais de moins en moins. Ça va servir, ça, chez Futurae. Oui, mais c'est compliqué d'expliquer à nos enfants qu'il va falloir continuer à apprendre les langues vivantes. Il faut quand même penser au métier de parent qui n'est pas si facile. Ça rappelle les sous-doués passent le bac. Oui. Par contre, Philippe Bilger, quand vous dites I love you, c'est d'une sensualité. Oui. Ça m'a rappelé Leonardo DiCaprio dans Titanic. Mais je peux dire aussi Te quiero. Eh ben moi, je vais vous le dire en suédois. Jag skaldej. Jag skaldej. Comme si ça se trouve, elle vient de nous dire un truc qui n'a rien à voir. Ik hou van jou. En hollandais. Ik hou van jou. Ça, c'est en hollandais. Et en flamand, c'est ik hou van jou. Oui, c'est très proche. Vous l'avez dit avec beaucoup de tendresse. Il y a tibia loublou. Non, il y a loublou tibia. Oh, on peut dire les deux. On a des tibias, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci beaucoup, Lucien. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste appelle, je cite, tous les Français, quelle que soit leur position sur la guerre au Proche-Orient, à se joindre à la manifestation. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. Et Robert Dalban a raison. J'ai cru un instant que cette phrase venait d'une Miss France, mais non, c'est bien ce que demande le Parti Socialiste. Et on imagine l'ambiance dimanche quand les indigénistes partisans du Hamas vont croiser les militants du Bétard partisans du Likoud. On imagine Jean-Luc Mélenchon claquant la bise à Meyer Habib et Éric Zemmour défilant main dans la main avec Philippe Poutou. Le Parti Socialiste vient de créer un nouveau concept qu'on pourrait appeler 50 nuances de manifestants en un. La phrase de Robert Dalban était une citation d'Audiard dans le film Un idiot à Paris. Je conclurai en paraphrasant Audiard dans un autre film, Les Tontons Flingueurs. Le Parti Socialiste, il ose tout. C'est même à ça qu'on le reconnaît. Elisabeth Lévy. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Mais alors, pas du tout. Parce que, si vous voulez, bien entendu, il serait assez bizarre que Philippe Poutou et les autres, vu ce qu'ils produisent en ce moment, qui veuillent venir. Mais il me semble que précisément, je veux dire, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. On ne va pas faire le tri. Si des gens veulent s'afficher contre l'antisémitisme, tant mieux. Donc oui, on va croiser. La dernière fois, quand il y a eu une manif le 9 ou le 10 octobre, quelques jours après le 7, et je me rappelle que je crois que c'était le CRIF qui l'organisait, ils ont essayé de virer, il y avait des gens du RN, il y en avait un ou deux qui avaient leurs écharpes, ils ont essayé de les virer. Mais toute la foule autour a dit, mais non! Je veux dire, il faut, au contraire, il faut en mouiller le plus possible dans ce combat-là, et moi je crois pas du tout qu'il faille faire le tri, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais même ceux qui disent, par exemple, que Israël commet un génocide, etc. Mais ils ne viendront
viennent, mais le Parti socialiste a pas à ce qu'ils viennent. Mais s'ils viennent, ils auront fait un chemin de Damas. Ça va tout transformer en pugilat, excusez-moi. Mais cette phrase est le monde des bisounours, on est d'accord. C'est le monde des bisounours. Non, mais d'accord, mais ça vous pouvez leur reprocher d'être bisounours. Mais ça n'a rien. On peut leur reprocher d'être socialiste déjà. Et on peut leur reprocher d'être bisounours. Non, mais par exemple, il y avait aussi un député. L'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Il y avait aussi un député LFI Arenas, pardon, je ne me rappelle plus. Rodrigo Arenas, député de Paris. Il a du cœur, Rodrigo. Il a du. Oh, et moi j'ai du pic. Bravo. Rodrigo, tu du cœur. Là, Philippe, j'applaudis. C'est du Philippe David. Non, non. Ça, c'est du Corneille. Excusez-moi, on va revenir aux racines de l'émission. Ouais, voilà. Oui. Non, il était là, alors que son parti, si vous voulez, ne s'est pas illustré dans la lutte contre l'antisémitisme ni contre les antisémites, mais lui, je crois d'abord tout à fait sincère, mais par ailleurs, je veux dire, là, on a dit pas d'exclusif, c'est pas d'exclusif, évidemment. Poutou, je serais fort étonné que Poutou vienne, si vous voulez, mais... Non, mais la phrase est un peu gnangnan. Quand même. Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit gnangnan. Vous n'avez pas critiqué le gnangnan. Vous avez dit. Oui, tout le monde vous avez critiqué l'idée que des gens qui n'ont rien en commun pourraient se retrouver à cette manif. Alors là, vous avez tort. Non, parce que moi, je suis d'accord que des gens qui n'ont rien en commun il y a cette manif, mais dire que quelle que soit la position sur la guerre au Proche-Orient, je vois pas déjà pourquoi on met la position sur la guerre au Proche-Orient. C'est une manif contre l'antisémitisme, pas une manif sur la guerre au Proche-Orient. Je suis désolé. On veut des gens qui pensent. Moi, je me fiche. Les gens ont le droit, pas d'être pour le Hamas, c'est exagéré. Mais après tout, il y a des gens qui trouvent que c'est pas légitime qu'il y ait un État juif là. Je trouve que c'est une pensée complètement absurde. Mais c'est pas grave. S'il y a des gens qui détestent Israël, ils ne sont pas pour autant peut-être tous. Il y a des gens qui détestent Israël parce qu'ils détestent les Juifs. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas Israël pour d'autres raisons. Je veux dire, je ne veux pas leur interdire d'être là. Et par ailleurs, il se trouve aussi qu'il y a des gens qui sont pour deux États, un État, ce que vous voulez. Il y a toutes sortes de points de vue politique. Voilà. Allez. Non, vous avez tort. Non, j'ai raison. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? Bardella, Jordan Bardella, de son nom de famille. Avec vous, Elisabeth Lévy. De ce fameux film sur les horreurs du 7 octobre. Qui vont être projetés, à l'Assemblée nationale. Projeté, disons, je vous le voilà, on en parlera dans quelques instants. Et un autre film, moi aussi, mais sur l'abbé Pierre. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous les commentez, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous pour commenter cette actualité, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, votre nom, École des métiers de demain dans les industries créatives, et puis Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Comment ça va les élèves, Virginie Calmels? Je les trouve turbulents. Non, vous vous appelez Virginie Calmels? C'est ceux de mon école. Je crois que la question s'adressait en fait à Futurae. Et globalement, il s'est pris pour le proviseur. Ils sont très heureux dans leurs formations respectives qui débouchent sur l'emploi et sur. On a des gens passionnés et ça c'est très agréable de voir. On a 350 étudiants. Ah, quand même. Ouais. Ça c'est bien. C'est beaucoup. Hein. À Boulogne et on a ouvert à Bordeaux une petite antenne à la rentrée. Ah bah dis donc, ça grandit, dites donc. Et oui, ça grandit, C'est dans son terroir. J'y suis née. N'hésitez pas à nous rapporter des cannelés quand vous faites un déplacement à Bordeaux. Et Cécile aime beaucoup ça. Vous mettez mouette sur le dos. Il est fou. Allez tout de suite le tour de table de l'actu. Viens à table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. J'avais zappé ce petit mot, con comme t'es, il te demande ton avis. Je trouve ça très drôle. Et c'est pour vous, Philippe David, d'ailleurs. Ça s'appelle un scud avec l'air de ne pas y toucher. Philippe Bilger, dimanche dernier, le président du RN, Jordan Bardella, a affirmé sur BFM TV que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Alors, il est intéressant de voir que très rapidement, parce qu'il y a eu la polémique à la suite de cette appréciation de Jordan Bardella, il s'est excusé pour ce qu'il a appelé une maladresse et il a dit, mais bien sûr, Jean-Marie Le Pen est révisionniste,
que sais-je, négationniste, antisémite, ça ne fait pas. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il a commis cette erreur avant. Parce que on peut tout dire de lui, mais il avait jusqu'à maintenant fait un véritable sans faute pour la défense de sa cause. Et je me demande si d'abord, et en ce sens-là, j'aurais presque pu être d'accord avec lui, si malgré les condamnations de Jean-Marie Le Pen, il n'avait pas voulu essentialiser le personnage. On peut dire une imbécilité lors des vraies voix, par exemple avoir un coup de gueule qui est largement démenti par les contradicteurs, on n'est pas pour ça un imbécile. Non. Et deuxième élément plus sérieux, c'est étonnant que peut-être a-t-il voulu faire une forme de provocation qui relevait presque d'un désir de libération. En quelque sorte, je me demande s'il n'y a pas eu là une sorte d'audace absurde, puisque... chez Bardella ou chez Le Pen? Bardella. Chez Bardella. Elle a perturbé un petit peu un processus de dédiabolisation, peut-être pour montrer à quel point il était devenu autonome, même dans l'erreur. Elisabeth Lévy. Alors, premièrement, c'est effectivement une maladresse parce que c'est trop compliqué d'expliquer cela à des gens qui ne veulent rien entendre, si vous voulez. Mais évidemment, Jean-Marie Le Pen a été condamné pour diverses déclarations antisémites. Je ne suis même pas sûr que, au fond du fond, si vous voulez, il voulait faire autre chose. Je pense qu'il cherchait le point le plus douloureux, le plus sensible, si vous voulez, le point en quelque sorte le plus sacré. Je l'emploie très vite ce mot, même s'il n'est pas le bon, pour la société française, l'antisémitisme, la Shoah, le génocide des Juifs, si vous voulez, et qu'il est allé à la provocation maximale. Et moi, j'ai failli obtenir de Jean-Marie Le Pen, je vous le dis, parce que ça n'a pas marché. Ma dernière interview que j'ai faite, il y a 2 ans peut-être, je savais que après avoir dit que le point de détail, etc., dans la bagnole, il dit, en 40 ans de vie politique, ou 50, je ne sais plus, je n'ai jamais dit une telle connerie. Mais, et donc moi j'espérais il y a 2 ans lui faire dire, ça y est, j'ai dit une connerie, j'avais une belle une, le détail c'était une connerie, Le Pen. Bon, et il a failli le lire. Puis il m'a dit, ah non, mais moi j'en ai marre, je ne vais pas dire ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez, une espèce de bourrique, dans ce sens-là, je dis ça pas méchamment, c'est-à-dire un type qui refuse absolument l'idée même de reculer alors qu'il... Donc, sur le fond, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit des choses antisémites, qu'il a nourri l'antisémitisme. Est-ce que lui, au fond de son cœur, l'était? J'en suis même pas sûr. Virginie Calmels. J'ai écouté Philippe Bilger et son analyse avec beaucoup d'intérêt. Moi, je me demande si c'est pas plus simple que ça. C'est-à-dire que Jordan Bardella, il vit avec une des petites filles Mais est-ce que c'est encore Jean-Marie. Non, ce n'est plus le cas. Hein, oui, mais alors admettons que ce ne soit plus le cas. Il a été lié, etc. Moi, je pense que parfois l'humain peut passer au-delà des positions politiques ou même des jugements de valeur. Ça reste quand même quelqu'un qui est aujourd'hui dans le parti fondé par Jean-Marie Le Pen, qui a une candidate qui s'appelle Marine Le Pen. Il s'est peut-être senti, j'en sais rien, hein, je fais de la psychologie de comptoir, je le connais pas, mais gêné à assumer sur un plateau télé, oui, Jean-Marie Le Pen était antisémite. Il a eu des phrases, effectivement, qui pourraient laisser penser qu'il l'était. Bon, voilà. Mais peut-être qu'il s'est senti gêné parce que il y a quand même une forme de filiation. Alors, je comprends qu'on veuille expliquer que le Rassemblement national n'a plus rien à voir avec le Front national, que Marine Le Pen n'a plus rien à voir avec son père. Ok, mais peut-être que Jordan Bardella, à son âge, s'est peut-être pas senti, lui, en situation d'aller montrer du doigt Jean-Marie Le Pen comme un antisémite. Je pense que quand c'est Marine Le Pen qui le fait, c'est d'abord sans doute plus fort d'une certaine façon parce qu'elle est en train de parler de son propre père. Et que c'était très douloureux. Mais je trouve, c'est pas pour défendre Jordan Bardella, mais je trouve que tout le monde lui est tombé dessus. Oh, ça y est, il a commis une faute terrifiante.
Moi, je pense que humainement, j'imagine qu'il devait simplement être gêné. Il y a certaines choses dans nos vies à tous où on est peut-être gêné de se dire qu'on a un parent ou quelqu'un qui, dans nos proches, a dit une connerie. En tous les cas, pour ce qui est de Marine Le Pen, quand elle a rompu avec son père, c'était très douloureux pour elle. Tout le monde croit que virer son père devant tout le monde, c'est comme ça un truc qu'elle a fait pour la galerie. Les gens sont assez dégueulasses quand même dans cette histoire. Parce que c'était très violent pour elle de devoir faire ça. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite, on reviendra sur le film sur l'abbé Pierre et puis sur ce film des massacres commis par les commandants du Hamas avec Elisabeth Lévy. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Virginie Calmels, on faisait le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Virginie Calmels, juste avant de revenir sur quelque chose de beaucoup plus grave, forcément avec Elisabeth Lévy, ce film qui s'est sorti mercredi sur l'abbé Pierre. J'avais envie de rendre hommage à ce film pour plusieurs raisons. D'abord, on parle beaucoup en ce moment des Juifs et de l'islam, et donc ça me faisait plaisir de faire un clin d'œil à l'abbé Pierre, une vie de combat, un très beau film, très bien incarné avec un acteur époustouflant. Et puis je voulais aussi rappeler qu'on a des décisions de justice qui tombent dans notre pays, où on déboulonne la Vierge Marie dans l'île de Ré ou au Sable d'Olonne, et donc je pense que c'est bien d'emmener nos enfants au cinéma pour se rendre compte d'un certain nombre de combats justement qui ont été menés par l'abbé Pierre, et puis pour être fiers aussi de nos racines judéo-chrétiennes. Ouais. Et même on peut dire nos racines chrétiennes, chrétiennes et l'Église et tout. Moi, je suis très contente. Je suis très contente que Virginie parle de ces déboulonnages de statues qui sont vraiment, qu'on accepte cela, si vous voulez, dans la période actuelle, prouve vraiment qu'on est infichu de défendre notre culture. C'est vraiment. C'est très inquiétant. La perversion, moi, je trouve ça du droit qui vient détruire. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la résignation. Voilà. Personne ne se révolte. Ça ne fait même plus débat. Et c'est ça qui m'inquiète grandement. Ouais, mais c'est pour vous une perversion du droit, Philippe ? Ah oui, moi je trouve. Mais c'est intéressant. Ah oui. Parce que ou des juges peut-être. Oh, des juges, ils sont parfaits par principe. Mais on déboulonne des statues pour mettre celle de Philippe David. C'est encore pire, je trouve. J'ai pas encore une statue, mais... Non, elle est pas prête encore, elle est encore fraîche. Oui, et puis méfiez-vous, bientôt ce sera dans le plus simple. C'est la matière dont je me serais fait emplâtrer. Oui, c'est ça. Elisabeth Lévy, sujet important forcément sur ces films qui sont montrés sur les massacres. Alors donc l'armée israélienne a récupéré des images des GoPro, parce que vous savez, c'est la génération GoPro. Ce sont des petites caméras que les terroristes avaient, des images, des vidéosurveillance, ainsi que des images issues des téléphones portables des victimes, parce que un certain nombre ont pris les téléphones portables de leurs victimes, les uns pour appeler. Il y a notamment un enregistrement de ce type qui appelle ses parents hystériques en leur disant j'ai tué 10 juifs, j'ai leur sang sur les mains, je suis un héros, je suis un martyr, et tout le monde, toute la famille, tout le quartier qui vient l'applaudir, si vous voulez. Et ce qui est d'ailleurs sidérant, parce que les gens, ils ont l'habitude à Gaza, ils savent, si vous voulez, à ce moment-là, ils savent que la réaction, ils peuvent s'attendre déjà à une réaction israélienne terrible. Je veux dire, à partir du moment où on connaît ça. Alors moi, j'ai vu une version de ce montage à Tel Aviv, c'est évidemment épouvantable. J'ai hésité. Et puis en fait, je pense qu'il fallait le voir pour moi, pour essayer de comprendre pas tant les horreurs, mais pour les informations que ça donne sur les tueurs. Et vraiment, ce sont des hommes ordinaires, hein, comme on l'a vu pour les nazis. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, des hommes ordinaires, des jeunes avec des bonnes têtes. Hein. Alors, je pense que ce film, maintenant, il est diffusé. L'ambassade israélienne fait des projections pour les journalistes. Il y en a une pour les députés mardi. Moi, je pense qu'un jour, ce film devra être diffusé. Je ne méconnais pas que dans le climat actuel, ça peut en plus encourager même l'antisémitisme, puisque le 7 octobre l'a encouragé, mais néanmoins, je pense que si on n'avait pas vu les montagnes de corps, si on n'avait pas vu les photos prises par les Alliés dans les camps, dans les camps de concentration, on n'y aurait pas cru. On n'y aurait pas cru, parce que c'est difficile de croire à l'inimaginable.
Et je vois que déjà les victimes du 7 octobre sont effacées, qu'on met sur le même plan la riposte israélienne, et je le redis à quel point je trouve ça terrible. Je suis atterré par les victimes palestiniennes, mais c'est le Hamas qui en est totalement responsable. Donc, je dois dire que je crois qu'il faudrait quand même, mais peut-être que je me trompe en fait. Il me semble que ce film devrait être diffusé, mais j'aimerais avoir votre avis en fait. Mais disons, d'abord, il fallait le diffuser, mais je me demande si à force de le montrer, est-ce qu'on n'est pas, de la part d'Israël, inspiré par la volonté de, comment dirais-je, d'empêcher tout véritable débat sur, comme vous le dites très bien, les morts et les blessés, la riposte qu'Israël accomplit. Je ne crois pas, je crois que l'objectif, le négationnisme a commencé le lendemain. Moi, j'ai vu des Palestiniens, y compris un grand intellectuel palestinien que je connais depuis longtemps, qui est plutôt quelqu'un de modéré, il a immédiatement, parce que probablement c'est trop difficile de l'assumer, il n'est pas du tout Hamas par ailleurs, mais il aurait pu me dire c'est salopard du Hamas, et il a immédiatement dit oui, je ne suis pas sûr du narratif israélien. Vous savez, il y a aussi des fausses vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, donc je crois que la première volonté d'Israël, dans ces cas-là, c'est de lutter contre le négationnisme, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant si on n'avait pas vu les photos, on n'y aurait peut-être pas cru. Rapidement, moi je suis vraiment d'accord avec la diffusion de ce film, d'abord parce que je pense que les autres ne se privent pas pour diffuser également, et Dieu sait que on a eu des photos avec des enfants morts sur des plages, donc aujourd'hui on est dans une guerre de l'image, et on est aussi dans la volonté d'expliquer ce qui se passe par l'image. Et de se rendre compte réellement. Exactement, et d'après ce que j'ai entendu, tous ceux qui ont visionné ont été particulièrement atteints et effectivement difficile de tenir des propos négationnistes après cela. Donc moi, ça me semble être dans l'air du temps, même si c'est très douloureux. Ça fait partie de ce qu'on peut produire aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, Elisabeth Lévy. Dans un instant, on va revenir sur cette information. Mercredi, la Commission européenne a exprimé un avis donc favorable pour commencer les négociations d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie dans l'Union européenne. Cette question, faut-il entrer effectivement ces deux pays en situation plutôt instable? Jérôme Quéré est avec nous, directeur du think tank Confrontation Europe. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonsoir. Est-ce que si on décide de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est véritablement pour de bonnes raisons? C'est pour de bonnes raisons, parce qu'il y a presque 10 ans, des Ukrainiens étaient prêts à mourir avec un drapeau européen à la main, donc ça montre leur envie de nous rejoindre. Donc c'est pas une décision à la va-vite. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez commenter cette information, on vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous avez demandé des femmes de conviction. Eh bien, on en a. Elisabeth Lévy est avec nous, directrice de la rédaction de Causeur. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae. Et un homme, bien sûr, parmi ces femmes, Philippe Bilger. C'est bien de le dire, parce que on pourrait croire. C'est important de rappeler que c'est un homme. Bah oui, c'est important. C'est pas flagrant, le regardant. N'importe quoi. Il dit n'importe quoi. C'est vendredi, donc ça le travail. Oui, c'est le problème d'identité. C'est bien, c'est bien. Philippe David se fait rire, comme ça au moins c'est gratuit. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Voilà, vous êtes un pommier. Ok, très bien. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc c'était mercredi, la Commission européenne a émis un jugement plutôt favorable pour entamer les négociations d'adhésion de la Moldavie et de l'Ukraine à l'Union européenne. La Géorgie de son côté a obtenu un statut de candidat pour passer à l'étape suivante. Donc les 27 devront entériner l'avis de la Commission. Prochaine étape, donc ce Conseil des 27, ce sera en décembre, Philippe. Est-ce que pour vous c'est le bon timing pour l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie vu la situation en Ukraine, bien évidemment? Est-ce qu'il faut demander l'avis non pas au pays, mais carrément aux Européens par référendum, sachant que ça marche déjà pas très bien à 27. La Géorgie qui est dans le Caucase, est-elle en Europe? Et puis est-ce qu'on va on va faire un peu de Jacques Chirac? Est-ce qu'on va élargir l'Europe jusqu'au Zimbabwe? Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Avec cette question du jour, faut-il faire entrer dans l'Union européenne des pays en situation instable? Vous dites non à 96%. Comme ça au moins c'est réglé. 0826 300 300. Et pour en parler, Jérôme Quéré est avec nous, directeur du think tank Confrontation
confrontation Europe. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue sur Sud Radio. Cette information sur l'arrivée éventuelle de l'Ukraine dans l'Union européenne, une bonne, mauvaise chose, Philippe? Alors, je comprends bien tout ce qui peut s'opposer sur le plan politique, géopolitique, pour faire pompeux, à l'arrivée par exemple, de l'Ukraine dans l'espace européen. Mais au fond, je me demande si, comme l'a dit notre invité en un mot, si on ne doit pas privilégier la volonté européenne de ces pays qui désirent profondément entrer dans cet espace. Et pour répondre rapidement à la question de Sud Radio, paradoxalement, je crois que dès lors que la situation internationale est tragique, problématique, douloureuse, eh bien, il faut tenter d'appréhender les autres problèmes qui existent de toute manière sur le mode le plus ordinaire qui soit. Il serait dramatique d'arrêter tous les processus parce qu'il y aurait de la violence, des crises et des désastres ailleurs. Virginie Calmels. Alors moi, je suis plutôt farouchement opposée à l'élargissement de l'Union européenne, et en cela, je suis totalement opposée aux propos de Madame von der Leyen qui disait que l'élargissement est une politique vitale pour l'UE et qu'il faut compléter notre union et que c'est l'appel de l'histoire et l'horizon naturel. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je pense que l'Europe fonctionne difficilement à 27 et que faire rentrer ces pays dans l'Union européenne qui ne seraient pas du tout alignés sur un certain nombre de sujets. L'Ukraine, il faudrait déjà qu'elle commence par lutter contre la corruption. Par ailleurs, une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, malgré tout, c'est fermer la porte à d'éventuelles négociations avec les Russes. Alors on va me dire, mais c'est impossible, etc. Sauf qu'il y a bien un moment où il faudra aller ou tendre vers un processus de paix qui voudra peut-être redéfinir les contours du pays, mais qu'une adhésion à l'UE est quelque chose qui est quasiment un chiffon rouge ou quelque chose qui tombe vraiment pas, de mon point de vue, au bon moment, alors que il y a clairement un processus de paix à essayer à un moment donné d'entamer. Et par ailleurs, si on regarde les autres pays, c'est plutôt la Moldavie qui était en tête des critères, en fait, d'adhésion, en tête de la course, on pourrait dire, même s'il y a encore des réformes judiciaires à produire, il y a des progrès économiques, mais on est aussi sur des pays qui, en PIB par habitant, sont très éloignés de la moyenne européenne. Donc on voit bien tous les problèmes que ça va créer. Et je vous avoue que je ne vois pas très bien les avantages, en revanche, que ça va produire, ni pour les Européens qui aujourd'hui déjà ont bien à faire et que c'est bien compliqué de faire fonctionner cette Europe à 27. Et j'ajoute qu'il y aurait peut-être une nécessité d'une réforme institutionnelle au niveau européen pour fonctionner à plus de 30. Allez, on Donc y va. moi, tout ça fait que j'y suis opposée. Alors sur l'analyse, je suis plutôt du côté de ma chère Virginie, c'est-à-dire je pense que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, comme moi, je ne crois pas à l'Europe politique, au rêve fédéraliste, si vous voulez, c'est-à-dire... Non, mais... Pardon, je finis, Virginie, je vous ai écouté, donc je vais jusqu'au bout. Comme je ne crois pas à ce rêve fédéraliste qui d'ailleurs n'existe plus vraiment, mais je ne crois pas, si vous voulez, à l'Europe comme acteur politique, parce que ce sont des États qui ont déjà à 27, on n'a plus du tout les mêmes intérêts, on n'a plus du tout... et puis alors le désir d'Europe, excusez-moi, mais à ce moment-là, on peut aussi faire entrer le Maroc, la Turquie, à un moment ça leur a passé, mais à un moment ils avaient un très grand désir d'Europe, Israël demain, enfin bon, il n'y a plus d'unité culturelle ni politique. Maintenant... donc je trouve cet élargissement totalement absurde. Le premier, on l'a pas digéré. Les décisions sont impossibles à prendre. Mais si je joue un peu la politique du pire, si vous voulez, ça éloigne la perspective fédérale. Donc bon. Notre invité, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe. Quand on vous posait la question sur le fait de dire est-ce que finalement ce sont des bonnes raisons, je reviens sur ce qu'avait dit sur ce qu'avait dit Ursula von der Leyen, qu'elle disait que finalement c'était un geste hautement symbolique quelques mois après l'invasion russe. Et c'est pour ça qu'on se pose la question en se disant mais est-ce qu'on n'est pas sous le coup de l'émotion finalement ?
Alors, si c'est le coup de l'émotion, c'est une émotion qui dure. Hein. L'invasion de la Crimée par la Russie, c'était en 2014. La révolte de Maïdan, c'était aussi en 2014. Donc, c'est quand même une histoire qui est sur du long terme. Hein. C'est pas uniquement depuis l'invasion globale de la Russie en Ukraine il y a un an. Il y a aussi beaucoup de chemin par l'Ukraine, beaucoup de réformes. Alors j'entendais qu'il fallait d'abord commencer par la lutte contre la corruption. C'est pas fini, mais ils se sont beaucoup améliorés sur la question malgré la guerre. Et donc c'est assez impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de conditions posées par l'Union européenne pour commencer à ouvrir les négociations. Et plus de 90% de ces critères ont été remplis alors qu'ils sont en état de guerre. Donc c'est vrai que ce processus est assez impressionnant et il n'y a pas beaucoup de monde qui croyait que ça pouvait aller aussi rapidement. Mais je précise que l'ouverture des négociations, ça ne veut pas dire une adhésion demain. Il y a quand même 35 chapitres à compléter avant d'adhérer, donc c'est pas pour demain. C'est pas pour dans quelques mois. D'autres pays ont mis plusieurs années, certains une vingtaine d'années. Donc c'est pas pour tout de suite en effet. Tant qu'il y a la guerre et que les réformes ne vont pas jusqu'au bout, il n'y aura pas d'adhésion de l'Ukraine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler tout de même. Quels sont les points sur ce, vous parliez de 35 points, quels sont les points finalement qui pourraient être les plus compliqués à transformer en fait ? Alors c'est sur l'économie de marché opérationnel en état de guerre, c'est compliqué. L'Ukraine est devenue un pays qui serait le plus pauvre de l'Union européenne après la Bulgarie, ce qui n'était clairement pas le cas avant la guerre, mais la situation fait que. Et donc c'est sur ce point-là que ça peut être très compliqué. Donc après il faut respecter l'état de droit, il faut une démocratie stable. Et donc là il y a eu beaucoup d'efforts sur ce sujet, mais une démocratie stable, c'est certainement quand même une démocratie qui n'est pas en guerre. Mais Jérôme Kéré, sauf si les rêves ont une question, les frontières de l'Europe, c'est quoi? Parce que là, on va passer à la Géorgie. La Géorgie, c'est dans le Caucase. Le Caucase, c'est pas fondamentalement en Europe. Peut-on accepter la Géorgie et pas accepter la Turquie, qui a une petite partie en Europe, même fût-elle infime? Est-ce que quand même, les frontières de l'Europe, c'est quoi? Alors là, pour être précis, il faudra poser la question au géographe. Par contre, j'ai entendu parler du Maroc, qui a demandé l'adhésion, qui a été refusée parce que le Maroc n'est pas sur le continent européen, ce qui n'empêche des relations fortes. On peut avoir de très bonnes relations avec les voisins sans qu'ils soient membres. Pour la Géorgie, c'est toute la question. La Commission est favorable, mais les chefs d'État et de gouvernement, 14 et 15 décembre, vont se positionner et c'est à eux de dire oui ou non. Les députés européens vont également se prononcer par la suite. Donc le choix n'est pas encore fait. Et ce genre de questions va être largement débattu. En tout cas, il faut l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est pas une mince affaire. Jérôme Kéré, à partir du moment où votre première intervention laissait entendre, et j'ai repris votre point de vue, que la volonté européenne comptait fortement, notamment pour l'Ukraine, une fois quel serait le critère, à votre avis, qui irait de pair avec celui-ci pour démontrer la compatibilité du pays avec l'esprit européen? Parce que j'ai été sensible à l'argument d'Elisabeth Lévy qui disait au fond, le désir d'Europe ne peut pas permettre à n'importe quel pays d'y venir en quelque sorte. Quel serait le critère fondamental à votre avis qui devrait s'ajouter au désir d'Europe? Alors, il y a des valeurs fondamentales de l'Union européenne qui ont été acceptées par tous les États membres lorsque ça a été adopté, et normalement tous les États qui ont rejoint. Alors, certains peuvent changer d'avis, mais il y a quand même des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Il faut respecter notamment l'état de droit. Alors, on se pose des questions dans certains États membres qui ont évolué depuis. Mais ça, c'est un critère non négligeable. Et donc, lorsqu'on ouvre des négociations et que, par exemple, il y a un chapitre qui est clos sur l'état de droit, si en cours de route, l'état change et que l'état de droit n'est plus respecté, c'était le cas à un moment en Turquie, on suspend les négociations. Donc ça, c'est le cas avec la Turquie, il n'y a plus de négociations, c'est en suspens. Et maintenant, depuis 2020 et l'impulsion de l'état français, on peut revenir sur des chapitres. Avant, lorsque c'était clos, c'était validé, on passait à autre chose. Sauf que ça dure plusieurs années, donc les pays peuvent aussi changer de politique au cours de l'adhésion, enfin au cours des négociations, pardon. Et donc ça, c'est une nouveauté apportée par l'État français. On peut revenir sur un chapitre qui a été bouclé parce qu'il y aurait eu un changement dans la politique. Et ça, c'est notamment, on pense, aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. On ne peut pas rentrer si on ne partage pas ces valeurs. Parce qu'il faut quand même un dénominateur commun, même si on garde chacun nos différences culturelles et autres.
il y a ces valeurs fondamentales qui sont une base indispensable. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Quéré, directeur du think tank Confrontation Europe. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci beaucoup, Virginie Calmels. Merci beaucoup, Philippe Bilger. C'est déjà fini. Oui, mon petit chat, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme les fingers. La semaine, Philippe va devoir se passer de vous pendant 2 jours. Ça va être terrible. Ça va être dur. Oui, je vais vous envoyer des photos de Philippe David sur la plage. Vous avez bien senti une pointe de jalousie dans ma remarque. Ah oui, très bien. Merci les amis. Merci Benoît. Merci Aurore. Merci Ottilie. Merci. J'ai oublié qui? Ottilie, Lucien, Aurore, Aude, voilà tout le monde. Merci à toute l'équipe de Sud Radio en tout cas de nous aider à préparer cette émission tous les jours. On se retrouve lundi à partir de 17h. Et tout de suite, les incontournables de la gestion de copropriété avec Thomas Binet et Philippe Loiselet. Et on se retrouve à 19h pour les vrais voix du sport avec Clément Pernia, journaliste, auteur de Une histoire populaire du PSG et de la République du foot. On va faire tout le bilan footballistique de la semaine et du week-end. Passez un excellent week-end. Salut, à lundi.